Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT OVNI en France. JT OVNI en France, c'est l'actualité des différentes observations d'OVNI qu'il y a eu en France dernièrement. Les événements ufologiques, les congrès, les repas, les rencontres, les colloques, les sorties de livres ou de films, des interviews et également un dossier comme dans chaque édition. Je suis actuellement dans le département des Côtes-d'Armor, à côté du château de la Hunaudaye, où il y aurait une légende, mais ceci est une autre histoire. Et nous allons nous intéresser donc aux différentes observations d'OVNI qu'il y a dans les Côtes-d'Armor, donc une deuxième étude qui vous parlera également d'une étude géo-ufologique sur ce département. Donc comparer les OVNI avec le milieu, avec l'environnement. Mais commençons tout d'abord par les informations importantes de cette édition. Bonjour à tous. Donc le 13 mars 2008 à 18h30, un crossman, si on peut dire, un gars qui faisait du cross, venait du chemin qui est devant moi, là, et qui est sur lequel nous sommes actuellement en train de filmer, et qui monte derrière moi. Et quand la personne qui faisait du cross est montée sur ce chemin, elle est arrivée à peu près à la hauteur où je suis, là, et elle a vu, entre l'antenne et la fin du bois, un énorme objet à 4 mètres du sol, qui était en forme de ballon de rugby de 20 mètres de diamètre, si on peut dire, de couleur métallisée, et on avait l'impression que quelque chose vibrait autour, comme s'il y avait eu un champ énergétique qui vibrait. Et puis donc cet objet est resté là en suspension quelques minutes, et le temps comme à croire que il a vu, ou dès qu'il a vu l'homme qui faisait du cross, enfin dès qu'ils se sont aperçus l'un et l'autre, l'objet est parti dans la direction, donc là-bas c'est l'ouest, la direction de l'antenne c'est l'ouest, donc il est parti en direction de l'est, donc de la forêt qu'il y a là-bas, qui est un petit bois, enfin c'est pas vraiment une forêt, c'est le petit bois qu'il y a là-bas. Il est parti à une vitesse vertigineuse en ligne droite, hein. Il s'est bien déplacé en ligne droite. Et puis après, il n'a plus rien vu, hein. Ça a été la fin de son observation. Il a disparu à une vitesse fantastique, vertigineuse. Voilà. Donc ici, nous sommes en direction de Rateau, sur la commune de Villeneuve-l'Archevêque. Hein. Villeneuve-l'Archevêque est derrière nous, devant nous plutôt, excusez-moi. Il est devant nous, Rateau est derrière nous, c'est un petit village. Et là, nous sommes sur la commune de Villeneuve-l'Archevêque. Hein. Donc voilà le circuit qu'il faisait, il s'entraînait pour faire du cross, et il faisait donc des kilomètres et des kilomètres. Il partait de Villeneuve-l'Archevêque, il montait dans les champs, des bois, tout ça, et il s'est trouvé nez à nez avec cet objet-là. Le 13 mars 2008. Donc il y avait l'objet là qui était en forme de ballon de rugby de 20 mètres de diamètre, hein, de couleur métallisée, avec comme un champ de force autour, comme s'il y avait des petites vibrations sur tout l'objet. Et il était en forme de ballon de rugby là, et dioum, il est parti en direction de ce petit bois là derrière, plutôt devant nous, et il est parti en direction de l'horizon. On ne l'a pas vu, il a été caché, masqué par l'horizon après. On ne sait pas où il est parti. Je suis avec Serge Barty, artiste peintre et témoin de plusieurs observations d'OVNI et rencontres rapprochées d'humanoïdes. Son témoignage est relaté dans le livre « Ils sont là » de Michel Zirger. Bonjour Serge, peux-tu nous parler de ta collaboration avec lui? Alors j'ai rencontré Michel Zirger grâce à un article dans un magazine paru en France où il avait laissé son mail, et donc je me suis mis à correspondre avec lui. Au fil des années, on a eu pas mal d'échanges, et donc il a accroché sur mon histoire et a décidé de la publier. Donc dans son livre qui s'appelle « Ils sont là, visiteurs sans passeport », qui est sorti à la fin de l'année dernière, en 2016. Voilà, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il parle d'Adamski, le premier contacté sur Terre par des extraterrestres de type humain. Et il développe, avec aussi son camarade plus jeune qui était Williamson, et qui s'est occupé de toute la recherche OVNI après Adamski. Alors un autre cas de méprise qui peut arriver, surtout dans une zone
où vous avez des collines assez élevées, voire des montagnes, c'est les lampes torches. Parce que les lampes torches, le problème, c'est que vous ne voyez pas forcément la personne qui tient ces lampes torches, mais vous voyez les lueurs. Et il est là le problème. Donc imaginez ici, bon, le petit plan, vous êtes à une certaine hauteur par rapport à une vallée, donc on va dire à 900 mètres, et vous avez une autre montagne, plus haute, 1800 mètres d'altitude, vers laquelle les observateurs qui se trouvent ici observent. Alors imaginez, bon, il y a un sentier de randonnée, et vous avez des personnes qui sont à la limite de l'horizon, au-dessus de la montagne, avec des lampes torches. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que les observateurs qui se trouvent à 900 mètres en bas, et qui vont regarder vers l'horizon, vers le dessus de la montagne qui est beaucoup plus haute, puisqu'elle est à 1800 mètres, eh bien qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils ne vont pas forcément voir les personnes, parce que c'est assez loin, mais ils vont voir simplement la source des lampes de poche. Et qui fait nuit. Donc le problème ici, et ça arrive, comme je vous le dis, ça arrive pas seulement dans les zones montagneuses, ça peut arriver dans n'importe quelle région où vous avez des niveaux du sol qui diffèrent par rapport à un endroit, donc des collines, etc. Et le problème, c'est que la nuit, si on ne connaît pas l'endroit, qu'est-ce qui se passe? C'est que la nuit, on ne voit pas forcément la ligne d'horizon de la montagne ou de la colline. Donc vous êtes plus bas que la colline qui est à côté, et vous allez voir ces fameuses lampes torches là qui illuminent la nuit, et le problème, c'est que vous ne savez pas qu'il y a une ligne d'horizon là, et donc vous allez penser que les lampes de poche, en fait, sont des lumières qui sont dans le ciel. Et là, la méprise, et ça arrive assez souvent, et ça peut arriver pas seulement avec des lampes torches, hein, ça peut arriver aussi avec des voitures. Par exemple, imaginez que sur la montagne, il y a une route qui descend dans la vallée. Et bien, si vous ne savez pas qu'il y a une route qui descend là-bas, et bien simplement, vous allez voir des phares de voiture, mais vous pensez que ce sera un ovni. Pourquoi? Parce que vous penserez que c'est dans le ciel. Simplement parce que vous ne pouvez pas faire la différence entre le fond du ciel et la montagne, et la ligne d'horizon. Alors, on parle de laser, etc. Il faut quand même rappeler quelque chose, c'est que logiquement, les lasers sont totalement interdits d'utilisation. Il y a certaines personnes qui ne se gênent pas pour projeter des lasers vers le ciel, mais n'oubliez pas que dans le ciel, il y a aussi des personnes, les avions, par exemple. Et il y a eu une loi d'ailleurs qui est passée, enfin une loi, on a rappelé l'interdiction des lasers projetés vers le ciel, parce que ça peut éblouir les aéronefs, etc. Simplement, c'est extrêmement dangereux. De plus, quelqu'un qui projette un laser vers quelqu'un, ça peut être extrêmement dangereux et aveugler la personne. Donc il y a ensuite des problématiques au niveau des yeux, etc. qui peuvent se produire, et donc c'est totalement déconseillé. Et le problème en ufologie, c'est qu'on sait très bien qu'il y a des personnes, notamment des ufologues, des veilleurs, etc., qui ont vu, via différents articles, voire des livres, que dans certains cas, des personnes avaient projeté des lasers vers un phénomène, enfin ce qui semblait du moins être un phénomène, et en pensant que ça répondait. Bon. Alors imaginez maintenant que ces observateurs qui sont en bas et qui projettent un faisceau laser vers un groupe de personnes sans savoir que c'est des personnes, en pensant que c'est des ovnis, et en pensant que ces ovnis vont leur répondre. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que c'est extrêmement dangereux parce que ces personnes risquent d'avoir le laser en plein dans les yeux, et donc je ne vous explique pas les problématiques médicales, etc. qu'il peut y avoir après. Donc c'est extrêmement dangereux, soyez très prudents. Comme je vous le rappelle, c'est normalement interdit d'utiliser des lasers la nuit en direction de personnes, même la journée, parce que c'est extrêmement dangereux, comme je le dis, pour les yeux. Et donc, moi je déconseille extrêmement en ufologie pour les veilleurs d'utiliser un laser. Je vous retrouve devant le fort La Latte, et nous allons maintenant passer à la deuxième partie de cette émission, l'actualité OVNI qu'il y a eu en France dernièrement. Le 25 février 2017 étaient présents Mirko, Gilles et Marilyn. Donc nous étions tous trois sur le parking de Saint-Barnabé. Il était 2h24. Quand Mirko s'écrie regardez, il y a une toile qui est très très brillante au-dessus de la colle des Puys. Dans le ciel. Alors on se met à regarder tous dans cette direction. Tant qu'on regarde, l'étoile avait diminué d'intensité et on a remarqué un groupe d'étoiles de 3, donc une plus en dessous et 2 au-dessus. Et elles étaient immobiles. Tout d'un coup, les 2 du dessus ont commencé à bouger, à avancer tout doucement, lentement.
toujours à même distance l'une de l'autre. C'était de la grosseur d'une étoile normale, de l'intensité d'une étoile également. Donc elles ont avancé tout doucement jusqu'à disparaître derrière la colle des Pouilles, pour réapparaître un peu plus loin puisque la pente baissait un peu, donc on les a aperçues à nouveau. Toujours même allure, même intensité, un peu moins intense puisqu'on a été obligé de les suivre aux jumelles après. Et elles ont disparu derrière les arbres. Voilà pour cette observation assez étrange. Donc on a vérifié, ce n'était pas l'ISS, ni la station de ravitaillement qui est arrivée derrière. C'était pas un satellite non plus parce que c'était trop lent. Et puis en plus, c'était à l'arrêt sur le début, voilà, ça ne bougeait pas. Je vous retrouve à présent à côté du phare du cap Fréhel ou Fresnel. Et nous allons à présent aborder le dossier de cette émission. Donc une deuxième étude sur les observations d'OVNI dans le département des Côtes-d'Armor. Mais avant tout, commençons par la carte. Comment est le phénomène OVNI dans ce département? Y a-t-il beaucoup plus de rencontres rapprochées du premier type, du deuxième type, du troisième type, voire des cas où on ne sait pas les classer, OVNI, paranormal ou phénomène de haute étrangeté? Passons à présent à la carte des observations, suivie des observations les plus marquantes de type rencontre rapprochée du premier type. Le phénomène OVNI dans le département des Côtes-d'Armor est essentiellement constitué de rencontres rapprochées du premier type, c'est-à-dire observation d'un objet lointain en blanc sur la carte. Il y a eu quelques rencontres rapprochées du deuxième type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol avec oui ou non des traces sur le sol, en jaune sur la carte, des rencontres rapprochées du troisième type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol ou non, avec la présence d'une ou de plusieurs entités en vert sur la carte, et une affaire de rencontre rapprochée du sixième type, c'est-à-dire blessure ou mort causée directement ou indirectement par la présence d'un OVNI ou d'une entité. En août 1951, sur la commune de Plourac, le témoin cultivateur au hameau de Quart-de-Rien regagnait son domicile dans la nuit lorsqu'il aperçut à peu près à 500 mètres au-dessus de lui un objet en forme de bassine renversée à fond bombé, n'émettant aucun bruit et stationnant en tournant sur lui-même assez rapidement. Je vous retrouve à présent au-dessus du château du Guildo et nous allons parler à présent des observations qui se sont déroulées du côté de Trégon en octobre 1954. Je rappelle que le mois d'octobre 1954 en France a été le mois où il y a eu le plus d'observations d'OVNI. Le 4 octobre 1954, à Trégon, à 20h30, plusieurs témoins observent un objet lumineux qui s'immobilise au sommet d'une colline. Plusieurs personnes prennent une automobile pour aller le voir de plus près, mais l'objet s'éloigne à leur approche. Je vous retrouve à présent à côté d'un temple romain qui est circulaire, qui est le temple de Lanlef, qui est l'un des seuls circulaires en France. À côté de Lanlef, à Lanvolon, le 4 octobre 1954, il y a eu l'observation d'un disque lumineux. Mais passons à présent au témoignage. Le 4 octobre 1954, sur la commune de Lanvolon, à 20h30, un grand nombre de personnes ont observé à 20h30 un disque lumineux dans le ciel qui a disparu dans la direction de l'ouest. Source: Mystérieux objet céleste par Rémi Michel. Je vous retrouve à présent à côté de la ville de Dinan. À Dinan, en 1955 et en 1964, il y a eu des observations d'OVNI. Il y a eu l'observation d'une masse lumineuse de couleur vert émeraude avec une queue rougeâtre et également, en 1964, une observation d'un obus. Mais passons à présent au développement de ces observations. En 1964, à minuit, une femme a observé aux alentours de minuit un objet venant de l'ouest et volant sans bruit vers l'est, disparaissant dans les nuages. L'objet avait une forme d'obus, mais volant à l'envers, c'est-à-dire la partie plate vers l'avant. 7 hublots étaient visibles sur le côté, et la lune se reflétait sur l'objet lui donnant une apparence métallique. L'objet semblait énorme. L'observation dura 10 secondes. Le 13 août 1965, sur la commune de Belle-Île-en-Terre, observation d'un objet ovoïde largement illuminé sur chacun des côtés. Ces deux zones lumineuses sont séparées par une zone plus sombre. Le 31 août 1968, sur la commune de Cavan, il est 22h25.
Par un ciel clair, sans vent, plusieurs personnes observent un objet de forme ovoïde, 3 fois plus gros que la Lune. Ses contours, sauf dans sa partie inférieure, sont flous. De couleur jaune-orange, cet objet est nimbé d'un halo jaune, plus pâle. Il n'émet aucun bruit et s'éloigne vers le sud-ouest, en direction de Plus-Uné. Le halo, dont l'intensité avait été irrégulière au début de l'observation, diminua peu à peu et seule la masse jaune-orange demeura visible. Un des témoins fut effrayé et se réfugia dans la maison. On va à présent à côté de l'allée couverte sur l'île Grande. À Lannion, en 1974, il y a eu 2 observations. En février, il y a eu l'observation d'une flamèche dans le ciel. Et en juillet, il y a eu l'observation d'une sphère orangée qui semblait se déformer. Le 5 septembre 1980, à 23 h, alors qu'un témoin roulait en voiture le long de la corniche de Saint-et-Flamme, plusieurs personnes aperçurent au-dessus de la mer 2 boules d'un rouge incandescent de la grosseur de 2 points qui descendaient lentement à la manière de feux d'artifice. Ils entamèrent la montée vers Plestin-les-Grèves lorsqu'ils aperçurent que les boules, ayant grossi pour atteindre 80 cm de diamètre, se trouvaient au-dessus de la voiture et ne les quitteront plus durant 2 km. Le conducteur arrête sa voiture, les boules font de même. Il repart et tente de leur échapper en accélérant à 130 km/h en vain, et il s'arrête, 400 mètres plus loin, en avisant une maison éclairée où tous courent se réfugier. Les boules quittent le dessus de la voiture et vont se perdre vers la gauche dans le cimetière en émettant une forte luminosité puis disparaissent en quelques secondes en donnant l'impression de descendre vers le sol. La propriétaire de la maison voit également ces boules de feu devenues très lumineuses. Elle pense à des bandits et demande à son mari de descendre avant d'ouvrir à la famille complètement affolée et surtout les enfants qui ne cessaient de crier et de pleurer. Ils reprennent la route 3 quarts d'heure plus tard avec un automobiliste de passage, mais ne reverront pas les boules à leur grand soulagement. Je vous retrouve à présent sur la plage qui se trouve juste à côté du village d'Étables-sur-Mer. Ici, le 22 mars 1990, il y a eu l'observation d'un disque lumineux de couleur orange. Mais passons à présent à l'observation. Le 22 mars 1990, 3 témoins ont aperçu séparément et à plusieurs reprises un phénomène lumineux étrange. L'un des témoins dit avoir été survolé par un disque orangé qui faisait un bruit étrange de bruissement d'air. Effrayé, il est tombé de son cyclomoteur. Un autre témoin a vu à 2 reprises un engin similaire et d'étranges lueurs derrière les collines. Passons à présent aux dernières observations d'OVNI qu'il y a eu dans le département des Côtes-d'Armor. Quand je dis dernière, c'est entre 2010 et 2016. Ainsi, du côté de Lamballe, le 2 avril 2012, il y a eu l'observation d'une lueur rouge. Mais passons à présent donc aux récentes observations qui n'ont pas été traitées dans les précédents épisodes parlant donc des ovnis en Bretagne ou des ovnis dans les Côtes-d'Armor. Le 8 septembre 2006, sur la commune de Lamotte, il y a eu 3 témoins. Par la fenêtre de leur cuisine, des témoins ont observé une lueur dans le ciel qui venait du nord-ouest et avançait lentement en direction sud-est. Au fur et à mesure qu'il avançait, cette lumière s'est transformée en 3 grosses lumières rondes qui n'éclairaient pas le sol et formaient un triangle énorme qui est passé au-dessus de leur maison et accéléré et a disparu. Le 2 avril 2012, à Lamballe, observation d'une boule lumineuse de couleur rouge. Le 31 janvier 2015, à Loudéac, observation d'un objet de forme ovoïde à très basse altitude, gris foncé noir avec des hublots de différentes couleurs et des traces sombres sur les arrondis. Déplacement assez lent. Le 26 avril 2015, à Pordic, observation d'une boule rouge à 1h20 du matin. Je vous retrouve à présent à côté du village de Maigritte, là où en octobre 1954, il y a eu une rencontre rapprochée du 3e type. Le sol, la géologie, date du protérozoïque. Et la composition du sol, où il y a eu cette rencontre rapprochée du 3e type, est principalement composée de schiste et de mécaschiste. Le 4 octobre 1954, il est 22 h. Le témoin sort de chez lui pour faire boire ses chevaux. Surpris par une lumière insolite, il lève les yeux et aperçoit l'engin immobile en l'air à une 50aine de mètres au-dessus d'un hangar. Le témoin croit voir à l'intérieur des formes noires qui s'agitent comme en transparence dans la masse lumineuse. Je vous retrouve à présent non loin de la ville de Dinan, où le 4 mai 1955, il y a eu une rencontre rapprochée du 3e type. Ce qu'il faut savoir, c'est que la géologie
de Dinan, c'est du protérozoïque et c'est composé essentiellement de schiste et de granit. Mais passons à présent au développement de cette affaire. Le 14 mai 1955, à Dinan, il est 23h45. Le témoin demeurant au collège de jeunes filles s'est retrouvé en rentrant du cinéma vers 23h45 en présence d'un engin stationnaire à 1,50 m du sol, dans la cour de cet établissement scolaire. Paralysé par la surprise, ou par un rayon bleu-vert qui l'éclairait aussitôt, il distingua deux humanoïdes de petite taille vêtus de scaphandres avec des casques, dont un qui prélevait des échantillons du gros gravier dans l'allée de la cour. Sous l'engin, le témoin a distingué comme un trou noir, d'où pendait une sorte d'échelle métallique de quelques barreaux seulement. Quand ils sont remontés, il a nettement entendu un bruit de métal provenant de leurs semelles et de l'échelle. Quand ils étaient à l'intérieur, l'échelle a été remontée. Il a alors senti une sorte d'aspiration, de succion. L'engin, toujours éclairé, a pris de la hauteur. Il était circulaire et semblait tourner sur lui-même. Au centre, il y avait le trou noir que le témoin avait remarqué et qui semblait immobile. Quand l'engin s'est trouvé plus haut que les arbres, tout s'est éteint et le témoin n'a plus rien vu. Je vous retrouve à présent à côté du village de Corseul et de ce temple romain dédié au dieu Mars. Nous allons à présent aborder les cas particuliers du département des Côtes-d'Armor. En septembre 1952 à Rohan, au lieu-dit Saint-Sanson, un cultivateur prend le frais sur le pas de la porte. Il aperçoit dans un halo diffus dans laquelle s'inscrit une forme qui ressemble à un ballon dirigeable. Cette chose a une trentaine de mètres de long et une douzaine de mètres de haut. Elle se pose dans un pré à quelques centaines de mètres de la ferme. Dans cette pâture, il y a des vaches. Le fermier appelle son frère, sa femme et son commis. Un talus et des arbres leur cachent l'engin, mais il y a cette lueur qui illumine tous les prés. Fortement impressionnés, les témoins n'osent s'en approcher et ne se rendent pas compte de la façon dont l'engin s'envole. Le lendemain, le fermier constate que l'une de ses vaches est devenue complètement folle. Il doit la faire abattre. Le 11 mars 1969, à La Motte, à minuit 15, un automobiliste venant du lieu-dit La Croix-Jartel et ayant emprunté la D53 pour se rendre à Saint-Julien, traversa un phénomène lumineux et fut à ce moment-là comme paralysé. Une odeur fut constatée, un bruit fut entendu. Je vous retrouve à présent à la Pointe des Guettes, non loin de Saint-Brieuc, pour aborder un cas assez particulier qui s'est déroulé dans la ville d'Erquy, que l'on peut voir très loin, on voit le port d'Erquy. Une observation de boule rouge suivie d'un sifflement. Mais passons à présent au développement de ce témoignage. Le 3 février 1974, à Erquy, dans le courant de l'après-midi, ce sont des habitants d'Erquy et des environs qui observent le passage d'un engin circulaire accompagné de sifflements se dirigeant d'est en ouest à toute vitesse en tournant sur lui-même. Il était très gonflé dans sa partie supérieure, avait un éclairage éclatant et éblouissant. Son aspect rappelait celui de braises rouges. Je tiens à rappeler que les témoignages proviennent des bases de données ufologiques telles que Base OVNI France, mais également le GEPAN, les sites internet qui traitent des témoignages d'OVNI en France, mais également de la carte des observations d'OVNI effectuée par Laureline du forum Les Mystères des OVNI, que je remercie pour m'avoir permis d'aller voir d'autres endroits, d'autres lieux où il y a eu des observations d'OVNI et ainsi de vous partager donc ces observations. En conclusion, les phénomènes OVNI observés dans le département des Côtes-d'Armor sont moins nombreux, c'est-à-dire il y a moins d'observations que dans le département voisin, c'est-à-dire le Finistère. Les formes observées sont variées, cela va de la sphère, de la lueur, du disque volant, du cigare volant, du triangle volant ou de trois boules en formation delta. Il y a eu quelques rencontres rapprochées du troisième type, comme à Maigritte, Saint-Maudin ou à Dinan, et une rencontre rapprochée du sixième type du côté de Saint-Sanson. Il y a aussi le phénomène des boules lumineuses de couleur rouge qui, comme dans le département voisin, dans le Finistère, par rapport à l'affaire de Kerlaview, ces boules rouges semblent produire des pannes d'électricité. Dans les vidéos à venir, nous aborderons d'autres observations dans le département des Côtes-d'Armor, dans les dossiers d'ODH TV, notamment l'épisode OVNI et Légende 4, qui reviendra sur l'affaire de Cavan et vous partagera une affaire de couronne volante lumineuse à côté du village de Plusunet. Chose intéressante à savoir, c'est que pas très loin se trouve la chapelle des 700, qui a été construite sur un dolmen, là où il y a une source dite miraculeuse,
et une histoire d'apparition mariale. Et un petit peu plus au nord, comme vous pouvez le voir en image, il y a un lieu réputé hanté, c'est le château de Tonquédec. Mais ceci est une autre histoire. Dans le prochain dossier de l'édition du mois d'avril 2017 du JT OVNI en France, je vous partagerai une deuxième étude des observations d'OVNI en Ille-et-Vilaine. Pour conclure ce JT OVNI en France, je vous retrouve à côté du menhir de Saint-Uzec, à côté de Pleumeur, Baudou. Donc voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous dans un mois. Soyez très vigilants, n'oubliez pas votre appareil photo, caméscope numérique, la bonnette à réseau et la station météo. Et à très bientôt sur les chemins de l'ufologie sur ODH TV. Au revoir.